Bonjour et bienvenue dans Forecast, le podcast qui met la lumière sur la trésorerie et les trésoriers. Je suis Jean-François Galéa et je serai votre hôte tout au long de cette émission. Forecast, c'est à chaque épisode une rencontre avec un professionnel de la trésorerie inspirant qui partage sa vision du métier, au présent comme au futur. Juste pour donner un chiffre, le crédit interentreprise, ça représente 700 milliards d'euros. C'est les chiffres de la Banque de France, donc c'est pas rien, c'est un tiers de notre PIB qui est bloqué dans ces problématiques-là. Et ça évolue beaucoup ? Ça évolue lentement, mais malheureusement à la hausse. Donc ça veut dire que c'est un sujet qui est de plus en plus prenant. Et après, c'est tellement prenant que même le médiateur des entreprises envisage de légiférer sur le sujet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alain Deza. Alain est Head of Digital Consulting chez SideTrade. Avec lui, nous allons voir quels sont les leviers qui permettent d'améliorer le recouvrement des créances clients et comment les actionner. Nous allons passer en revue les indicateurs à suivre, les changements d'organisation à adopter, les éléments culturels à développer et les technologies sur lesquelles s'appuyer. En synthèse, nous allons voir quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour maîtriser l'encours client. Forecast épisode 5, c'est parti. Bonjour Alain. Bonjour Jean-François. Comment vas-tu aujourd'hui ? Écoute, très bien. Écoute, je suis très content de pouvoir t'interviewer aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui est sûrement une priorité pour beaucoup de gens en ce moment. C'est le sujet du recouvrement des créances clients. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, déjà, est-ce que tu pourrais me parler un peu de toi ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Alain Deza. Je travaille chez SideTrade. Donc, c'est un éditeur de logiciels qui est spécialisé dans la génération de cash flow. Et j'ai la responsabilité du pôle audit et conseil. C'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises de tout secteur dans l'amélioration de la génération du cash sur l'ensemble du processus opérationnel, du modèle opérationnel. Donc on va travailler bien sûr avec la brique technologique des solutions proposées par SideTrade, mais aussi sur tout l'accompagnement autour de l'organisation, des processus métiers, le fameux order to cash, et puis aussi sur les aspects humains et compétences. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le credit management est aujourd'hui un sujet si important ? Oui. Alors, il n'était peut-être pas au départ. Je pense que c'est quelque chose qui est assez récent. Il n'était pas parce qu'au départ, il était facile d'accéder au crédit. Il y avait des taux d'intérêt qui étaient assez bas, donc les entreprises avaient tendance à se dire on verra plus tard. Pour l'instant, c'est pas une problématique, le cash. Et malheureusement, avec la crise du Covid, la pression sur la trésorerie s'est accentuée. Et notamment tout ce qui est autour sécurisation du cash, gestion du risque et optimisation du BFR. Et donc du coup, maintenant, ça devient vraiment un sujet sur lequel il y a on porte un regard plus perçant pour mieux comprendre ce qui va se passer et anticiper la suite. Juste pour donner un chiffre, le crédit interentreprise, ça représente 700 milliards d'euros. C'est les chiffres de la Banque de France, donc c'est pas rien, c'est un tiers de notre PIB qui est bloqué dans ces problématiques-là. Et ça évolue beaucoup ? Ça évolue lentement, mais malheureusement à la hausse. Donc ça veut dire que c'est un sujet qui est de plus en plus prenant. Et après, c'est tellement prenant que même le médiateur des entreprises envisage de légiférer sur le sujet. Personnellement, on n'est pas pour, on trouve qu'il y a suffisamment de lois dans notre pays. Mais en effet, c'est un sujet qui est vraiment présent auprès du médiateur des entreprises. D'accord. On parlerait de quoi comme type de réglementation ? Alors, il n'y a rien. En fait, ce serait la pénalisation du fait de ne pas respecter ses engagements de paiement. Alors, il y a déjà des lois. Il y a la loi LME qui existe autour de ça, qui permet d'encadrer tout ça. Mais il faudrait peut-être aller plus loin, ce qui nous semble dommage, puisque c'est cette relation client-fournisseur, c'est aussi une relation de négociation. C'est le fait d'avoir contractualisé, c'est l'acte d'une négociation. Et ça reste un élément important dans la vie des entreprises. Donc ce serait dommage de leur retirer cette faculté-là. Après, le fait que certains en abusent, je pense que les conditions et les sanctions prévues par la loi LME sont déjà bien suffisantes aujourd'hui. Et donc pour toi, qu'est-ce qui serait préconisable ? Moi, je pense que c'est surtout aux entreprises. C'est pas réglementaire. Voilà, exactement. Je pense que c'est surtout aux entreprises de s'organiser, à elles de penser à avoir une équipe credit management. Très souvent, ces équipes-là sont rattachées d'ailleurs à la trésorerie, et puis de la structurer, de l'organiser, de l'associer à une solution technologique, pour que derrière, ils soient beaucoup plus à l'aise pour anticiper ce qui arrive et pouvoir mettre les actions au bon moment.
Parce qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises que toi tu vois, elles sont structurées? Alors, les entreprises que nous voyons, oui, sont structurées, parce que nous, on voit une solution technologique qui vient les soutenir. Donc, ils ont déjà eu une première démarche de construire une équipe de credit management. Et puis c'est déjà un sujet sur lequel ils ont commencé à avancer. Elles ont vraiment pris conscience qu'il y avait des difficultés et qu'il fallait se structurer. Et une fois qu'elles se sont organisées, elles se rendent compte qu'un outil n'est pas forcément, un outil type Excel n'est pas forcément suffisant pour les aider. Et donc, elles veulent aller plus loin et elles se rapprochent de nous pour qu'on les aide. Donc, c'est pas forcément, nos clients sont pas forcément le meilleur exemple et les plus représentatifs, puisqu'ils ont déjà eu cette démarche. Par contre, lorsqu'on regarde certaines études sur est-ce qu'un pôle de credit management existe ou pas, ou est-ce que c'est de la responsabilité de la trésorerie ou de la direction financière, on se rend compte que c'est à peu près un tiers. Donc un tiers c'est structuré, un tiers le laisse à la direction financière et puis un autre tiers au trésorier. D'accord. Oui, donc ça concerne en fait une pluralité d'acteurs au sein des directions financières. Tout à fait. Et avec justement la crise du Covid, on s'est rendu compte que d'un seul coup, dans l'urgence, il fallait créer un comité crédit. Finalement, c'est un peu comme ça que ça s'est appelé, un comité risque, qui allait suivre cela, mais en même temps, la réflexion de dire c'est dommage qu'on n'ait pas anticipé et qu'on n'ait pas ce pôle credit management qui nous permettrait de le faire un peu plus sereinement que dans l'urgence. Et donc, par quoi devrait commencer une société qui s'intéresserait à ce sujet et qui voudrait un peu avancer là-dedans? Est-ce qu'il y a des indicateurs? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut monitorer, des processus à mettre en place? Oui. Les premières étapes, c'est quoi? Je pense que déjà, il faut avoir une idée des ordres de grandeur que ça représente. J'ai parlé des 700 milliards de crédits inter-entreprises, mais il y a plus d'une facture sur deux qui est payée en retard. Là, on a fait une étude avec KPMG sur le troisième trimestre 2020. Il y a 53% des factures qui sont payées en retard. Donc voilà, il faut déjà avoir conscience que dans la moitié des cas, on va être payé en retard. Une fois qu'on sait qu'on va être payé en retard, c'est maintenant qu'est-ce que je fais? Comment je m'organise? Avec SideTrade, nous, on a la chance d'avoir un certain nombre de clients depuis une vingtaine d'années maintenant que nous travaillons. Donc, on a une base de données assez importante sur les échanges inter-entreprises. On a plus de 3 millions d'entreprises et 1000 milliards de dollars d'interactions, de transactions financières. Grâce à ces données-là, grâce à nos data scientists et à l'intelligence artificielle, on est capable maintenant d'aller beaucoup plus loin et de comprendre à quel moment il est pertinent de relancer un client et comment l'aider à résoudre plus rapidement. Donc, il peut à la fois se benchmarker et puis il va avoir des recommandations sur à quel moment je dois relancer mon client pour avoir la probabilité d'être payé la plus importante. Mais voilà, ça c'est quelques notions sur, grâce à nos données, quelques notions sur le fait que plus de la moitié paye en retard, et c'est même pire maintenant puisque on va dire, il y a à peu près plus de 35% des factures qui sont échues depuis la crise Covid, alors qu'avant on était aux alentours de 19%. Donc des factures qui ont plus de 10 jours de retard, on est passé de 19% à 35% aujourd'hui. Donc c'est voilà. D'accord, oui. Donc la crise a un gros impact en effet sur ce sujet. Après, ça fait beaucoup de chiffres. Je vous donne beaucoup de chiffres d'un coup. Si vous voulez les retrouver, vous pouvez les retrouver. On a un tracker que l'on a créé avec BFM. Donc il suffit de taper SideTrade et tracker sur votre navigateur et vous avez accès librement à tous ces chiffres-là qui vous permettent de voir par pays, par industrie, comment se comporte le comportement de paiement des clients. Et du coup, pour vous faire une propre évaluation. Chaque trésorier ou credit manager peut se faire son idée sur sa propre exposition au risque. D'accord. Et justement, par secteur, parce qu'on entend que la crise, bien entendu, est une crise qui touche de manière plus sévère certains secteurs que d'autres, et c'est tout à fait compréhensible. Au niveau justement des délais de règlement, est-ce qu'on voit les chiffres correspondre à cette segmentation, ou est-ce qu'il y a par effet d'aubaine, il y a un peu des gens qui profiteraient de la situation. Des gens exactement, ouais, qui se permettraient de payer moins. Alors, je ne me permettrai pas de dire qu'ils profiteraient de la situation. C'était une boutade, mais en effet, sur le premier confinement, on a vu que il y avait une très forte hausse sur les tous secteurs confondus. Il y avait une très forte hausse. Là, sur le deuxième confinement, c'est moins visible. Ça reste assez stable. C'est moins visible, mais on est quand même bien au-dessus du niveau où on était avant le premier confinement. Donc, on sent que c'est fragile. On sent que la situation reste fragile.
Là, ce que l'on regarde comme indicateur sur ce tracker-là, hein, c'est quelque chose d'assez simple. C'est quel est le pourcentage de factures en montant et en valeur qui, après 10 jours, n'est toujours pas payé. Pourquoi 10 jours? Parce qu'on s'est dit que sur les premiers jours, les gens pouvaient payer un petit peu en retard parce que ils attendaient la date d'échéance pour payer. Mais voilà, donc on a mis un curseur à 10 jours pour vraiment voir ceux qui étaient en difficulté de paiement. D'accord. Mais maintenant, c'est pas le seul indicateur, parce que tout à l'heure, tu me demandais quels sont les indicateurs qu'on pourrait suivre. Il y en a d'autres, évidemment, les délais de paiement. Mais du coup, on peut même le découper, le délai de paiement. On peut regarder quels sont les délais accordés par les commerciaux lors de la négociation. Et puis, quel est le retard en plus pris par le client post-date d'échéance. Les litiges sont un sujet très important. Donc, on peut regarder quel est mon taux de litige sur l'ensemble de mes clients. Il faut savoir qu'il y a une facture sur 7 qui est bloquée en litige en général, qui peut rester bloquée pendant jusqu'à 50 jours assez facilement. Donc, le temps de traitement. Le fameux DSO. Donc le Days Sales Outstanding, c'est donc l'encours du client qui est exprimé en nombre de jours de chiffre d'affaires. Et puis enfin, mais ça tout le monde le fait, par contre il y a peut-être un niveau différent à faire, c'est les prévisions d'encaissement. Mais pas simplement en se disant je prends ma date d'échéance, mais en intégrant le comportement de paiement du client. Habituellement, il me paye avec 10 jours de retard, donc je vais appliquer les 10 jours de retard à la date d'échéance. Comme ça, D'accord, oui, pour normaliser un peu l'anticipation. D'accord. Ok, donc ça c'est des choses qui sont réalisables par les équipes internes. Tout à fait. Actuellement des clients. Tout ça est faisable avec un tableau Excel. Hein. Il est tout à fait possible de les suivre via un tableau Excel. La difficulté qu'on va avoir, c'est de relancer tous ces calculs tous les jours, toutes les semaines, tous les jours, si besoin, de les découper. C'est bien d'avoir une vision globale de l'entreprise, mais est-ce qu'à un moment donné, si on veut travailler sur les comptes clés, on va devoir refaire une segmentation spécifique et donc reconstruire l'ensemble de ce tableau de bord. Si on veut aller regarder le portefeuille d'un commercial, il va falloir de nouveau reconstruire la segmentation. Donc on le voit, c'est assez complexe, à la fois en termes de découpage et puis en termes de fréquence pour calculer tous ces indicateurs. Et c'est là où les outils peuvent t'aider. D'accord. Et donc en termes d'outils, qu'est-ce qui existe? On part de comme tout le monde, d'Excel, ce qui est l'outil de base de toute personne travaillant dans une direction financière. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Oui, tout à fait. Donc évidemment, il y a Excel, mais si on veut aller plus loin avec une visibilité en temps réel, des prévisions, voire des recommandations, malheureusement, c'est plus suffisant. C'était un fabuleux outil, Excel. On a énormément travaillé avec pour construire nos balances AG et pouvoir suivre nos clients. Mais il ne faut pas oublier que c'est un outil bureautique à la base. Donc, évidemment, c'est plus difficile pour aller plus loin. Si on découpe en plusieurs étapes, on va avoir une première étape, je dirais, qui est l'automatisation. Donc, après Excel, sont apparus des premiers outils d'automatisation. L'objectif, c'était de libérer du temps auprès des équipes de recouvrement pour qu'elles s'attachent à des activités à plus de forte valeur ajoutée. Et donc, tout ce qui était envoi, email, de la balance AG tous les mois à tous les clients, voilà, aucun intérêt. Donc ça, on a réussi. Des bras en plus. Exactement. Quoi. Donc là, on a réussi à l'automatiser, ce qui laisse plus de temps aux équipes pour appeler les clients, qui reste quand même, faut pas l'oublier, le meilleur moyen de recouvrer de l'argent, c'est l'appel téléphonique, mais il est plus coûteux, donc faut savoir bien équilibrer entre appel téléphonique, email ou autre. Et puis surtout participer à la résolution des litiges qui souvent sont parqués, n'étaient pas utilisés parce qu'on a faute de temps. Donc c'est vraiment cette partie automatisation qui a permis de libérer du temps et des bras, comme tu disais, pour pouvoir travailler sur cette gestion des litiges. La troisième étape. Ouais, donc ça, sur la partie litige, l'automatisation, elle peut aider aussi? Pas forcément. Alors, elle peut l'aider, mais il faut avoir des médias qui le permettent. Je m'explique. Chez SiteTrade, on a un média qui s'appelle la Digital Letter, c'est-à-dire que c'est un média où on donne la main au client pour lui-même faire sa déclaration. Donc, il va dire telle facture, je vais la payer, ou telle facture est en litige. Auquel cas, le processus d'automatisation en donnant la main au client lui permet en effet d'identifier les litiges. Sans ce modèle-là, le simple fait d'envoyer des emails, le client répondra pas forcément en disant j'ai un litige. Peut-être, mais pas forcément. Donc oui, mais c'était ça ma réponse sur la partie optimisation pour les litiges. Non, c'est clair. Donc après l'automatisation, ce que l'on a vu, c'était plutôt la partie prédiction. Donc la partie prédiction, c'était de pouvoir donner des indicateurs qui allaient permettre de savoir et de se comparer.
le fameux benchmark. Voilà, mon niveau. Actuellement, je me fais payer par mes clients avec 15 jours de retard. Le prédictif nous permet de savoir qu'en général, ce client-là paye ses autres fournisseurs avec seulement 5 jours de retard. Mince. Donc, je suis mal organisé. Je peux agir pour récupérer plus rapidement mon cash. De même, côté force de vente. Je vois qu'avec les autres fournisseurs, mon client négocie des termes à 30 jours, alors qu'avec moi, il négocie systématiquement à 45 jours. J'ai un levier d'action puisque je peux me comparer et agir en fonction. D'accord. Ouais, donc c'est un peu mettre en commun l'information pour pouvoir avoir une intelligence un peu plus grande que celle qu'on aurait seul avec sa famille. C'est pas uniquement je sais où j'en suis, c'est je sais où j'en suis et en plus je peux me comparer pour agir là où je peux agir. D'accord. Et la dernière étape qui est la partie recommandation prescriptive, puisque jusqu'à présent on vous donne des informations, mais on ne vous propose pas de faire quelque chose. C'est à vous de choisir ce que vous allez faire. Maintenant, on peut aller même au-delà. On a des modèles prescriptifs qui vont vous dire à quel moment contacter un client. Parce qu'on aura vu les comportements de clients avec les autres fournisseurs, on verra qu'habituellement, ils payent plutôt le premier mercredi du mois. Ça servira à rien d'envoyer 2 mails, 3 appels, si on sait qu'il n'y a qu'un appel à passer le premier mercredi du mois pour que ça marche. Donc là encore, c'est l'analyse Big Data qui permet de savoir, en fonction des réponses de mon client avec ses autres fournisseurs, la plateforme, la solution technologique va vous proposer de faire la même chose pour avoir un taux de réponse optimal. D'accord. Donc, en fait, l'information, c'est pas uniquement une information sur l'historique de mes propres données, ma propre relation avec ce client, mais aussi donc avec le croisé avec la relation comment ce client se comporte avec d'autres partenaires économiques. C'est exactement ça. Sans ça, l'information n'est pas suffisante. Sans ça, on n'a pas l'élément externe qui nous permet de savoir quel est le meilleur moment. C'est pareil pour le benchmark tout à l'heure. On est incapable de faire ce benchmark-là si on n'a pas cette analyse des relations externes aussi. D'accord. Et donc moi, par exemple, si imaginons que je dois choisir qui je paye et qui je paye pas, alors je vais choisir peut-être par question de priorité en fonction de mon activité, en fonction de ce genre de critères. Si jamais maintenant je me mets dans la peau du prestataire qui est considéré comme non prioritaire au niveau de mes paiements, le critère avant tout, donc c'est la priorisation qui a été faite. Moi, je sais qu'il paye ses autres prestataires, donc je vais pouvoir l'actionner. C'est ça, en fait. Exactement. On va vous dire. Alors, on ne pourra pas vous dire si vous êtes un partenaire de premier rang, deuxième rang, stratégique ou pas. Non, bien entendu, parce que ça c'est dans la tête du client. Exactement. On est d'accord. Donc forcément, ça a ses limites, mais on saura vous dire. Habituellement, c'est plutôt à ce moment-là qu'il va payer l'ensemble de ses clients. Donc dans l'ensemble, de ses fournisseurs. Donc dans l'ensemble de ses fournisseurs, il y a forcément des gens de premier rang, deuxième rang et troisième rang. Donc quelque part, il va trouver la meilleure fourchette pour être payé. Et puis ensuite, il va intégrer le fait que ça a marché pour vous, donc il aura tendance à vous le recommander. D'accord. Et donc là, est-ce qu'on a des métriques, est-ce qu'on sait à peu près ce qu'on peut gagner comme efficacité entre ce qui est des relances qui sont gérées à la main et des relances qui sont gérées via de la technologie, des outils. Ouais. Je voudrais pas dire de bêtises, mais de mémoire, c'était 35% le gain. Le gain entre je le fais de manière empirique et je prends la recommandation donc chez nous elle s'appelle Amy, c'est notre coach de performance. Donc lorsqu'Amy nous fait une recommandation versus je le fais de manière empirique, il y avait un gain de 35%. D'accord. Et donc ça s'applique à tout type d'entreprise, dans le sens que est-ce qu'il y a besoin d'avoir une taille critique en termes de volumétrie de factures à gérer pour que vraiment ces gains soient là? Alors évidemment, plus la volumétrie est importante, plus le gain sera important. Il y a un lien entre les deux. Mais le premier critère, ça va être quel est j'allais dire le mot anglais pain, mais quelle est la difficulté rencontrée par l'entreprise. Si la difficulté rencontrée par l'entreprise, c'est être capable de gérer l'ensemble de son portefeuille client parce qu'il y a beaucoup trop de volumétrie de factures, le gain sera plus important et on atteindra facilement les 35, voire plus. Maintenant, si la problématique, elle est simplement je souhaite avoir une solution technologique, le gain sera moins important parce que c'est peut-être un simple besoin d'automatiser un certain nombre de tâches sans vouloir utiliser toutes les fonctionnalités.
Donc c'est le degré, je dirais que c'est le degré de maturité du trésorier et de ses équipes credit management qui va permettre de dire jusqu'où on peut aller en termes de gains. Et c'est un peu tout le challenge de nos équipes dans le cycle de vente, c'est de bien comprendre les difficultés rencontrées par nos clients, nos futurs clients, pour évaluer le gain qui sera généré grâce à la solution. Et systématiquement, lorsqu'on fait cette démarche-là, on leur propose un retour sur investissement pour qu'ils puissent évaluer quel sera le gain post-implémentation. D'accord. Et donc une solution de recommandation donc qui se baserait sur l'IA et du big data, elle donc va tirer ses conclusions à partir de données. Mais dans l'entreprise, il y a aussi des gens qui connaissent les clients, qui ont une certaine connaissance, j'en crois tendance à dire, qui est analogique. Est-ce qu'il y a une manière justement de pouvoir lier un peu les deux et d'utiliser aussi ce savoir, cette connaissance que développent les personnes qui sont en relation avec les clients, les personnes qui connaissent humainement les clients, avec ces données qui sont processées et qui sont des données purement numériques. Oui, tout à fait, tu as entièrement raison. Là, ce qu'on a vu, c'est l'aspect outil, technologie, qui va permettre au maximum d'aller jusqu'à la suggestion sur qu'est-ce qu'il serait bien de faire. Pour autant, elle ne va pas le faire. C'est jamais la machine qui va aller passer un appel pour aller discuter avec le client. Et donc, l'important derrière, c'est l'humain. C'est justement comment est-ce que l'on fait collaborer ces plateformes technologiques, ces solutions qui embarquent l'intelligence artificielle avec l'humain pour qu'ensemble, ils soient plus performants. C'est vraiment pas l'un contre l'autre, comme on entend souvent, ou comme on peut en avoir la crainte. Mais comme on pourrait le croire. Oui, enfin, c'est quelque chose c'est une réflexion relativement évidente et légitime quand on comprend à un certain niveau comment ça fonctionne. Oui, après, il y a d'autres manières de voir les choses. Exactement. Faut pas oublier que c'est une transformation numérique, mais qui doit être accompagnée. Si on travaille chacun en silo, c'est comme quand les entreprises travaillent en silo aussi. Les mêmes problèmes d'échange d'informations vont exister. Donc il faut vraiment qu'on arrive à passer cette barrière-là et qu'on se dise, on va collaborer ensemble. D'ailleurs, chez nous, on parle pas forcément d'intelligence artificielle, on parle d'intelligence augmentée. Pourquoi ? C'est parce que la solution vient apporter de l'intelligence en plus aux humains, à la personne. Donc c'est pour ça qu'on parle d'intelligence augmentée. Et donc pour ça, il faut plutôt s'orienter sur ce qu'on appelle la culture du cash. Et c'est vraiment cette partie-là qui permettra d'embarquer tous les acteurs de l'entreprise, ceux qui sont évidemment en contact avec le client, évidemment les forces de vente, on y pense très fréquemment, mais j'allais dire pas seulement. Le support peut être intéressant, le service client aussi est en contact avec le client, le service livraison. Tous ces gens-là qui peuvent être sollicités à un moment donné parce qu'il y a eu un litige et qu'on a besoin de leur contribution pour comprendre ce qui s'est passé, échanger et participer à la résolution. Oui, parce que quand tu parles d'intelligence augmentée, en fait, on est sur un processus dans lequel l'outil est très performant pour réaliser une partie du processus, mais mécaniquement s'arrête à un moment. Oui, tout à fait. C'est vraiment il faut le regarder comme une problématique d'entreprise globale. Les litiges, parce que c'est un peu le cœur du sujet aussi, ça reflète systématiquement une problématique de processus interne qui est défaillant. Et qui donc, à un moment donné, il va falloir corriger. Et c'est un peu, avec cette approche de culture du cash, c'est un peu ce que l'on essaye de faire. Tout d'abord, si on essaie de le structurer, ce serait de se dire, il faut d'abord que je mobilise ma direction générale. Pourquoi ? Oui. Parce que je vais demander à chaque département de contribuer, de collaborer avec moi. Donc, il faut vraiment que ce soit pris par la direction générale. Une fois que c'est bien intégré par la direction générale, qu'ils en ont conscience, on peut même aller un cran plus loin en mettant des incentives, des objectifs chiffrés sur le poste client à chacune des directions, pour être certain que tout le monde joue le jeu. Donc ça, c'est la première étape. Après, la deuxième étape, c'est OK, on les a motivés, mais comment est-ce qu'on leur fait comprendre vraiment les enjeux ? Donc là, il peut y avoir des sessions de coaching, des formations autour de la culture du cash. Très simplement, on va rappeler quelques éléments financiers, comment les retards de paiement, par exemple, vont impacter le BFR, le BE ou le résultat net. Comment, surtout, ils peuvent agir dessus.
Moi, je sais qu'on faisait souvent ça avec les équipes commerciales où on leur montrait sur leur portefeuille, on avait fait l'analyse sur leur portefeuille, pour leur montrer que s'ils gagnaient 10 jours de litige, ça ramenait 1 million à la maison et que donc ils pouvaient s'offrir une Ferrari. Voilà, des petits jeux comme ça qui marquent l'esprit. Ce qu'on voit souvent, c'est les commerciaux sont objectivés sur le chiffre d'affaires vendu, pas forcément encaissé déjà. Oui, tout à fait, exactement. Et ensuite, ils ont quelquefois aussi des objectifs sur le résultat net, mais ils se rendent pas compte que le fait qu'il y ait un défaut de paiement va impacter le résultat net. Et donc, sans cette connaissance-là, ils se disent simplement, c'est pas mon rôle d'aller collecter le cash. Il y a des équipes qui sont chargées de faire ça. Voilà. Donc voilà, c'est leur montrer ces choses-là, le faire via des petits jeux, et puis aussi rappeler un peu le contexte juridique. La loi LME n'est pas forcément très bien connue par toutes les équipes. Évidemment, dans les directions financières, oui, mais en dehors, pas forcément. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces sessions de coaching et formation qui peuvent permettre d'améliorer les choses. Et puis la dernière étape, je dirais, donc après avoir mobilisé la direction générale, formé, coaché les équipes, ce serait la mise en place d'un comité litige. Moi, c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur. On le fait beaucoup lorsqu'on met en place notre solution, c'est-à-dire souvent les revues de performance, les revues de compte sont faites en intégrant les litiges. Et puis on le fait simplement à la fin de la revue de compte où on se dit allez, au fait, il y a un problème là. Ça, c'est quelque chose qui se met en place souvent quand il y a en période de crise. Voilà. Donc, malheureusement, il y a des crises à gérer, pas lorsque tout va bien. Exactement. C'est pas quelque chose. Malheureusement, on a tendance à attendre que ce soit difficile pour le faire, alors que dans le cadre d'une implémentation d'une solution technologique, c'est le bon moment, puisque du coup, on a une visibilité qui est accrue sur les litiges, on a une meilleure connaissance de la typologie de litige, parce que c'est rare que les gens puissent communiquer réellement sur c'est un problématique de livraison systématiquement, parce qu'on n'a jamais le bon de commande. Qui fait qu'on prend du retard et il y a tant de litiges, tant de factures bloquées à cause de ça depuis 45 jours, donc ça nous coûte tant d'argent. Là, d'un seul coup, on a toute cette chaîne qui nous permet de dire c'est un problème important, il faut le corriger et donc revoir le processus associé et l'améliorer. Et ça, si on veut le faire, malheureusement, c'est uniquement si on fait des comités litiges dédiés à cette problématique-là et que dans ces comités-là, en plus, on fait intervenir la direction générale pour qu'elle soit à même de dire OK, on lance tel chantier. Mais c'est vrai que c'est un sujet parce que ce focus-là sur le cash et sur le recouvrement, quand tout va bien, en fait, la priorité elle est mise plutôt sur la croissance. Elle est mise sur des indicateurs qui, quelque part, c'est pas grave si on ne recouvre pas tout de suite, c'est pas grave si nos indicateurs de recouvrement, ne sont pas bons, parce que c'est pas ça qui est notre driver actuellement. Donc c'est la crise quelque part qui est le vecteur qui met la lumière sur ce problématique et qui l'a fait passer devant. Mais donc, hors de ce cas de figure-là, c'est vrai que c'est peut-être plus difficile de faire passer d'organiser ce genre de comité de litige, d'avoir ce genre de processus qui se mettent en place. Alors en fait, donc comment est-ce que toi tu fais pour justement expliquer à une direction qui n'est une société qui n'est pas en crise que un changement d'organisation à ce niveau-là peut lui être utile? Alors, il y a plusieurs axes. Et heureusement, on rencontre pas que des prospects qui sont en difficulté. Heureusement. Mais tu as tout à fait raison, c'est en général dans la difficulté qu'on essaye de résoudre le problème. Maintenant, faut pas oublier que même une entreprise en forte croissance, de par sa forte croissance, va voir son BFR potentiellement augmenter si elle n'encaisse pas le cash. Et donc, tu as des cas? Voilà, exactement. Je pensais à un de nos clients qui est dans le secteur de la santé et qui donc depuis le début de l'année a vu son chiffre d'affaires croître de 20%. Évidemment. Par contre, ses clients, c'est les hôpitaux, c'est les cliniques et elles n'ont pas forcément les moyens de les payer. Donc les retards de paiement ne cessent de s'accumuler. Et donc sans une mobilisation globale de l'entreprise, et c'est ce qu'on vient de faire chez eux, la situation était vraiment catastrophique. C'est-à-dire que le besoin en fonds de roulement était passé de 1 à 3 mois de chiffre d'affaires. Et ça, ils l'ont perçu quand? Et ça, ils l'ont perçu quand? C'est-à-dire, quand est-ce qu'ils se sont dit, on a un problème à ce niveau-là,
de passer du côté j'ai plus d'activité à j'ai un problème de recouvrement et de cash. Alors, ils ont la chance d'avoir notre solution, donc ils avaient une visibilité assez forte sur le poste client. Bien sûr. Et du coup, ils s'en sont rendus compte au bout d'un mois à peu près. Ils suivent des indicateurs. Exactement. Enfin, ils ont des indicateurs. En voyant le vieillissement de leur balance âgée, en voyant que le nombre de litiges explosait, en voyant que la durée de résolution des litiges augmentait aussi, ils se sont dit on est en difficulté, qu'est-ce qui se passe? Et très rapidement, ils nous ont demandé de les aider pour justement remobiliser l'équipe, les resensibiliser à un effort commun pour atteindre les objectifs de fin d'année. D'accord. Et donc, ça veut dire que c'est une société qui a déjà une certaine maturité sur le sujet, qui a déjà mis en place des choses, lorsqu'elle a mis en place pour la première fois ces processus, c'était suite à une première crise. Non, la première fois, c'est lié à un changement de responsable credit management. Qui s'est dit qu'il ne pouvait pas continuer à travailler avec d'anciens outils et donc qui souhaitait utiliser une technologie plus développée. Et donc qui a fait appel à nous. C'était aussi parce cette personne-là avait des objectifs assez importants en termes de réduction de la balance, de taux d'échec. Donc elle voulait être sûre de réussir et donc elle a pris les devants en mettant ce qu'il fallait en place pour y arriver. C'est-à-dire que l'initiative venait quand même de plus haut, donc au niveau de l'orientation globale, j'imagine financière que le groupe voulait avoir. Exactement. On a une orientation qui doit forcément venir de la direction et qui doit pousser toute la chaîne en dessous à se réorganiser en fonction. Exactement, tout à fait. Sans ça, c'est vrai que c'est sûrement très difficile de pousser la culture recouvrement au sein d'une entreprise partant de Après, on a d'autres exemples. On a un client américain qui a une très forte croissance aussi et qui lui a choisi de mettre en place notre solution, pas parce qu'elle était en difficulté, mais parce qu'il y avait une forte volumétrie d'une part, et d'autre part parce que elle voulait continuer à croître à effectif constant. L'objectif, c'était pas de réduction d'effectifs, c'était de pouvoir supporter la croissance sans augmenter proportionnellement le capital humain. D'accord. C'est devenir plus solide, quoi. Donc c'était et on les a accompagnés là-dessus à travers le monde en déployant notre solution. Et on le voit assez souvent. Mais encore une fois, on avait en face des gens qui étaient quand même matures sur le sujet. Ils avaient conscience de l'enjeu que ça représentait et que donc mettre des moyens en face, c'était normal de le faire. D'accord. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les outils donc sont un levier important, mais ils ne sont pas suffisants pour pouvoir adresser le sujet dans sa globalité. Oui, en effet, c'est ça, c'est la bonne conclusion. La techno apportera toujours de bons résultats, c'est sûr. Mais pour aller plus loin, si on veut être parmi les meilleurs, avoir les meilleurs résultats, il faudra aussi utiliser et diffuser la culture cash dans l'entreprise. Et donc, c'est une nouvelle corde, à l'arc du trésorier. La culture cash, en plus des délais de paiement, de la digitalisation des processus, des nouveaux financements. Enfin voilà, j'en oublie certainement, mais c'est une nouvelle arc à leur corde, une nouvelle corde à leur arc. Je vais pas y arriver dans cet ordre-là, pour améliorer la situation financière de leur entreprise. Bah écoute, merci beaucoup Alain. Je t'en prie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, c'était très intéressant. Ben, j'espère surtout ne pas t'avoir noyé, nos auditeurs, dans des chiffres trop nombreux. On verra dans les commentaires. Voilà. Merci beaucoup à toi, Jean-François. À bientôt. À bientôt, au revoir. Cet épisode est maintenant terminé. Si vous avez aimé ce podcast, aidez-nous à le faire connaître en le partageant sur LinkedIn et en suivant la page du podcast. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à très bientôt pour un nouvel épisode.